Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Imaginons un instant le défi suivant. Bâtir un empire milliardaire dans l'industrie hyper compétitive du tourisme de masse, mais en disant systématiquement non à presque tout ce que les gens demandent d'habitude. Ouais, dire non aux enfants, non au parc aquatique. Exactement. Et surtout, pas de casino. Ah, ça c'est majeur. Sur papier, mettons dans une salle de réunion avec des investisseurs, ça ressemble à un suicide commercial absolu. C'est vrai, non? L'industrie des croisières, c'est généralement une espèce de course à l'armement. Tout à fait, une surenchère. C'est ça, une surenchère de tyroliennes, de glissades d'eau, de néons aveuglants. Et pourtant, il y a une entreprise qui a fait exactement le contraire. Et ils se sont hissés au sommet. C'est vraiment le triomphe fascinant de la soustraction. L'idée très contre-intuitive que dans le fond, en enlevant du bruit et des distractions, on peut générer une valeur inestimable, mais pour un segment très très précis de la population. D'accord, écortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre mission, c'est de plonger dans un document source qui est extrêmement riche. C'est un guide informatif complet. Ouais, rédigé récemment, en avril 2026. Exact, par Yvan Junior Blanchette. C'est un spécialiste québécois des croisières chez Aéria Voyage. Fait que cette analyse-là décortique le modèle d'affaires de Viking Cruises. On va essayer de comprendre comment cette compagnie-là a réussi à dominer l'industrie de A à Z. Pas en construisant des navires plus extravagants, justement? Non, vraiment pas. Plutôt en ciblant ce qu'ils appellent « the thinking person », donc la personne curieuse. Et je préfère avertir tout de suite, ça va complètement renverser les idées préconçues qu'on pourrait avoir sur ce type de voyage-là. Et il faut d'emblée établir un fait incontournable pour bien saisir l'ampleur de ce phénomène. On parle pas ici d'une petite initiative de niche là, qui survit dans son petit coin. Et non, c'est un géant. C'est ça. Viking est, à ce jour, la seule compagnie au monde à avoir été classée numéro 1 simultanément pour les croisières fluviales, océaniques et expéditionnaires. C'est fou quand on y pense. C'est une distinction super convoitée. Ça a été décerné par les lecteurs de Condé Nast Traveler et Travel Plus Leisure et ils l'ont maintenu en 2023 et en 2024. Donc, atteindre ce niveau de reconnaissance-là sur 3 fronts d'opération complètement différents, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'industrie. C'est monumental. Et pour comprendre comment ils en sont arrivés là, le document de M. Blanchette nous invite à regarder en premier lieu ce qu'ils interdisent à bord. La fameuse liste des exclusions. Ouais, la liste des choses absentes, elle est hallucinante. On le dit, 0 casino, 0 passager de moins de 18 ans. C'est strictement pour adultes. Et ça s'arrête pas là, hein? Non, c'est clair. Pas de soirée de gala formelle où tout le monde doit défiler en smoking ou en robe de bal. Pas de vente aux enchères d'art qui n'en finissent plus. Ah, les fameuses enchères d'art. Oui, on connaît ça. Et surtout, aucun photographe insistant qui vient interrompre ton souper pour te vendre un portrait de famille hors de prix. Ce qui est fascinant ici, c'est la pureté de ce choix stratégique-là et surtout son audace financière. Parce que c'est un risque, hein? Un risque énorme. On s'entend que dans l'industrie traditionnelle de la croisière, le prix du billet, souvent, c'est juste un appât. Ouais, le fameux modèle où tu payes pas cher pour monter, mais tu payes pour tout le reste. Exactement. Les marges de profit astronomiques, elles se font une fois à bord, précisément grâce au casino, au forfait photo, aux faux événements exclusifs. C'est là que l'argent rentre. Fait que décider consciemment de laisser des millions de dollars sur la table en retirant les machines à sous, c'est renoncer à un modèle hyper lucratif à court terme. Et ça, pour parier sur la loyauté à long terme. C'est un pari super risqué. Quand on observe les navires grand public aujourd'hui, ça ressemble vraiment à un parc attraction de Las Vegas flottant. C'est bruyant, ouais. Ça clignote partout, la musique est forte, ça sollicite constamment l'attention. Et en lisant la description de l'ambiance viking dans le guide, j'avais plutôt l'impression qu'on décrivait un campus universitaire prestigieux en Europe. C'est une belle image. Ou un genre de salon culturel flottant. C'est exactement l'analogie à faire. En assumant ouvertement de pas plaire à la masse, l'entreprise s'assure que les gens qui choisissent de monter à bord savent exactement dans quoi ils s'embarquent. Il n'y a pas de mauvaise surprise. 0. La clarté absolue de leur offre, ça gère les attentes avec une précision chirurgicale. Conséquemment, le taux de satisfaction, il crève les plafonds. Parce que les attentes sont remplies. Exact. Si quelqu'un cherche un mur d'escalade, le message de la marque est très clair.
allez voir ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est pas la bonne place. Et ça filtre naturellement la clientèle pour ne conserver que des passagers qui sont alignés avec la philosophie de l'entreprise. Mais c'est là que je bloque un peu, je dois avouer. C'est un paradoxe qui est massif. Comment ça? Bien, sachant qu'ils refusent les immenses infrastructures de 5000 passagers et sachant qu'ils visent cette niche très resserrée de la personne curieuse, comment ils ont pu croître au point de devenir ce géant mondial? Ah, je vois. On s'imaginerait qu'une compagnie avec ces principes-là resterait toute petite. Mais la source nous indique qu'ils ont attaqué le marché sur 3 fronts complètement différents. Ouais, c'est là que leur stratégie de croissance est brillante. Le premier front, et c'est celui qui a vraiment défini leur ADN, c'est le marché fluvial. Les fameuses croisières sur les fleuves. Tout a démarré en 1997 sous l'impulsion de l'entrepreneur norvégien Thorstein Hagen. Et au début, c'était avec un seul itinéraire. Un seul don. Ouais, qui naviguait entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Wow, une route imprégnée d'histoire lourde, ça. Fait qu'on voit déjà la couleur de la marque dès le départ. Complètement. L'idée directrice était déjà en place, utiliser la voie des eaux pour pénétrer l'histoire d'une région de l'intérieur. C'est fascinant. Et aujourd'hui, on parle de plus de 100 navires fluviaux sur 21 rivières réparties sur 6 continents. 100 navires? Exact. Juste pour les fleuves? Exact. Ils contrôlent d'ailleurs plus de 50% du marché nord-américain de la croisière fluviale. Leurs navires emblématiques, qu'ils appellent les Viking Longships, ils sont conçus pour accueillir un maximum de 190 passagers. Ça reste super intime. Très intime. Le design est épuré, très scandinave, avec des grandes baies vitrées et une terrasse extérieure qu'ils appellent Aquavit. Ah oui, j'ai vu ça. Le guide mentionne d'ailleurs un détail technique que je trouve génial concernant ces longships-là. C'est une histoire de proue carrée, si j'ai bien compris. Oui, c'est une trouvaille d'ingénierie navale qui est vraiment remarquable. Comment ça fonctionne? Contrairement à la proue pointue classique d'un bateau normal, la proue carrée brevetée de ces navires fluviaux-là permet de maximiser l'espace intérieur habitable, et ça jusqu'au tout bout du navire. Ah, je comprends, pour pas perdre d'espace dans la pointe. C'est ça. Ça permet d'ajouter des cabines ou des espaces publics spacieux, tout en respectant les contraintes de gabarit qui sont hyper strictes sur les rivières européennes. Parce que les bateaux peuvent pas être plus longs ou plus larges à cause des infrastructures. Exactement. Il faut pouvoir naviguer sous des vieux ponts médiévaux qui sont très bas ou passer dans des écluses super étroites. Et l'ajout récent du Viking Eldir en mars 2026 montre que cette standardisation-là, elle fonctionne à merveille. Mais attendez, je dois vous arrêter là, avec cette idée de standardisation. On parle de plus de 100 navires. Oui. D'ici 2028, le document mentionne même 112 unités fluviales. Dans n'importe quelle autre industrie standardisée à ce point-là, ça s'appelle créer une chaîne de montage. C'est pas faux. Est-ce que c'est pas fondamentalement contradictoire de promettre une expérience intime, genre de style boutique-hôtel, tout en appliquant une approche digne d'une usine? Je vois ce que vous voulez dire. On risque pas de devenir un peu la restauration rapide de la croisière fluviale. C'est une excellente observation. Puis c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent en analysant leur modèle. Mais l'ingéniosité de Viking réside dans un détail crucial. Lequel? L'échelle gigantesque, elle se trouve dans le nombre d'unités et non dans leur taille. Ah! Construire 100 fois le même navire de 190 places, ça permet de perfectionner le fonctionnement opérationnel à l'extrême. Oui, c'est l'équipage qui en bénéficie. Exactement. L'équipage sait exactement où se trouve chaque chose, l'entretien est prévisible, les coûts de construction sont optimisés. Fait que l'argent sauvé là-dessus va ailleurs. Cette standardisation sans faille de l'aspect matériel, paradoxalement, ça permet de libérer les ressources et surtout l'attention pour personnaliser le service humain. Wow, OK. Je le voyais pas comme ça. L'ambiance de boutique-hôtel survit parce que sur chaque bateau individuel, le ratio passager-espace reste intimiste. C'est vraiment l'anti-méga navire, mais multiplié par 100. Exactement. Je comprends beaucoup mieux. Et ensuite, le deuxième front, c'est l'océan, n'est-ce pas? Oui. En 2015, ils font le saut. Mais encore une fois, pas en construisant des villes flottantes de 5000 personnes. Non, vraiment pas. Leur navire océanique, en partant du Viking Star initial jusqu'au Viking Vesta qui est prévu pour 2025, ils sont classés dans la catégorie des navires de taille intermédiaire. C'est quoi la capacité environ? On parle d'environ 930 passagers. Ils en ont 10 actuellement et ils prévoient en ajouter 10 autres d'ici 2031. C'est une belle croissance, ça. Et malgré cette taille contenue pour l'océan, ils n'ont pas du tout lésiné sur l'espace privé. À titre d'exemple, on peut regarder la Owner Suite sur ces navires-là. Qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Elle offre 1488 pieds carrés d'espace. C'est plus grand que bien des appartements en ville. Et avec rien de moins qu'un sauna privé directement face à l'océan. Un sauna privé avec vue sur la mer. C'est incroyable. Oui, c'est le luxe ultime. Et le troisième fort mentionné par Yvan Blanchette dans le rapport, c'est l'expédition. Donc, les régions extrêmes. Oui, avec le Viking Octantis et le Viking Polaris. Des navires qui sont conçus spécifiquement pour ça. Spécifiquement pour l'Antarctique, l'Arctique et, de façon très intéressante, les grands lacs nord-américains. Les grands lacs. Ah, c'est vrai qu'on l'oublie souvent comme destination de croisière. Ouais, c'est un marché en pleine expansion. Et sur ces navires-là, on retrouve des flottes de Zodiac pour les débarquements en pleine nature sauvage. Pour aller vraiment au plus près de la faune. C'est ça. Il y a aussi de véritables laboratoires scientifiques intégrés. Les passagers peuvent carrément interagir avec des chercheurs à bord. Attends, de la vraie recherche se fait sur le bateau de croisière. Oui, c'est pas juste un décor. Et ils ont aussi un auditorium impressionnant qui s'appelle The Aula. Son design panoramique s'inspire directement de l'ancienne salle de cérémonie de l'Université d'Oslo. Le lieu historique de la remise du prix Nobel de la paix, c'est bien ça? Exactement. C'est pour dire à quel point le savoir est au cœur de l'expérience. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on combine tout ça, tu sais, pas de casino, pas de spectacle tape à l'œil, avec des danseurs à plumes, des navires plus petits, ben on crée inévitablement un vide. Un vide d'animation traditionnelle, oui. Et la nature a horreur du vide. Fait que par quoi on remplit les journées de ces centaines de passagers là en mer? C'est là que le modèle change tout. Parce que l'approche traditionnelle, on la connaît tous, c'est l'escale de 4 heures. Le bateau débarque 4000 personnes d'un coup. Tout le monde court partout. C'est ça. On court acheter un aimant de frigo, on remonte en vitesse à bord parce que le bateau repart à 16 heures pile et on coche la case de la destination sur notre petite liste. C'est la course folle. Alors, comment le modèle de la personne curieuse change cette dynamique-là au juste? Ben, il la transforme complètement en passant d'une logique de survol à une logique d'immersion profonde. Tout part de la conception des itinéraires. C'est-à-dire? Viking privilégie énormément ce qu'on appelle les overnights, c'est-à-dire des nuitées passées à quai dans les ports majeurs. Le bateau reste là pour la nuit. Exactement. Imaginons accoster à Amsterdam. Au lieu de partir en fin d'après-midi comme tout le monde, le navire y reste pour la nuit complète. Ce qui change l'expérience de manière radicale. Totalement. Ça permet aux passagers d'aller dîner en ville tranquillement, Sans garder sa montre? d'assister à un concert local, de voir les monuments illuminés et surtout de ressentir le pouls véritable d'une capitale européenne une fois que les flottes de touristes d'un jour sont toutes parties. C'est vrai que les villes se vident le soir. Et de plus, comme on disait tantôt, la taille réduite des navires océaniques leur permet d'accoster dans des ports enclavés en plein cœur de l'action. Des endroits qui sont complètement inaccessibles aux gros colosses des mers. Comme où, par exemple? Ben, imaginons Kotor au Monténégro ou Portofino en Italie. Tu peux juste pas y aller avec un bateau de 5000 personnes. Le spécialiste cite d'ailleurs des exemples d'itinéraires qui illustrent bien cette ambition-là. Le Grand European Tour de 15 jours entre Amsterdam et Budapest, Un classique. ou encore le circuit Pharaohs and Pyramids sur le Nil. Et là, le rapport insiste sur le fait que c'est pas juste une croisière, c'est une vraie plongée dans l'Égypte ancienne. C'est de l'exploration historique. Mais l'immersion, elle s'arrête pas au port, hein. Sur le bateau, l'animation est remplacée par ce qu'ils appellent de l'enrichissement culturel. Et c'est pris très au sérieux. C'est clair? On parle pas de trivialité ici. Non. La flotte compte de véritables historiens résidents qui donnent des conférences super poussées pour contextualiser les régions traversées. Des vrais profs, dans le fond. Ouais. Il y a aussi ce qu'ils nomment les Destination Performances, qui invitent des artistes locaux à bord. Donc ça peut être de la musique de la place? Exactement, que ce soit pour du fado au Portugal ou de l'opéra classique en Grèce. Et ils ont même un partenariat officiel avec TED pour la diffusion de conférences. Ça, c'est super original. Il y a aussi une chaîne documentaire interne dans les cabines, Viking TV, et même des cours de cuisine donnés par les chefs de bord. Ah oui, avec les produits du marché. C'est ça, souvent inspiré par les ingrédients qu'ils ont trouvés dans les marchés visités le jour même avec les passagers. C'est fantastique. Et il faut aussi parler de la bibliothèque. Le document du Yvan Blanchette insiste vraiment là-dessus. C'est un élément clé. C'est pas juste une petite étagère poussiéreuse avec 3 vieux romans de gare abandonnés par d'anciens voyageurs. Ah non. C'est une collection qui est méticuleusement curatée par le légendaire libraire londonien Heywood Hill.
Rien de moins. Et psychologiquement, je trouve que ça envoie un message très fort aux clients. Ah oui, sûr. Ben oui, le fait d'avoir une bibliothèque digne de ce nom à bord, ça signale aux passagers un truc du genre, nous respectons votre intelligence, on sait que vous aimez lire et apprendre. C'est un point crucial que tu soulèves, là. Tout ce système nous démontre une évolution fondamentale de la définition même du luxe. Oui. Pour cette clientèle précise-là, le luxe, c'est plus l'accumulation matérielle ostentatoire. Les robinets en or, mettons. C'est ça, ou le divertissement effréné. Le véritable luxe contemporain, c'est le temps. Le temps de respirer. C'est le privilège temporel de s'imprégner d'une culture sans la pression anxiogène de l'embarquement précipité à tout bout de champ. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond du côté du portefeuille, Evelyne? C'est la grande question. Parce que tout ce raffinement temporel-là et cette curation par des experts londoniens, ça doit avoir un coût monumental, non? C'est certain. Dans le segment haut de gamme, on le sait, les prix peuvent parfois ressembler à un labyrinthe de suppléments cachés. Fait que comment Viking structure-t-elle ses tarifs sans faire fuir cette clientèle-là qui est cultivée mais quand même très rationnelle avec son argent? L'analyse d'Yvan Blanchette est super éclairante sur ce point-là. Viking a opté pour une approche de transparence tarifaire avec des inclusions très ciblées. Qu'est-ce qui est inclus, mettons, par défaut? Ce qui est inclus par défaut est très substantiel. On parle d'une excursion guidée garantie à chaque port. Ce qui est énorme, parce que normalement, chaque excursion coûte une fortune. Exactement. Ensuite, une connexion Wi-Fi illimitée et les boissons comme la bière et le vin sont inclus, mais durant les repas. L'accès au spa est aussi inclus, un spa? Ce qui est super rare dans l'industrie. Effectivement, l'accès à la suite thermale d'inspiration nordique, le Live nordique, il est libre. Il n'y a pas de frais d'entrée quotidien juste pour aller dans les bains. Wow, ça c'est un gros plus. De plus, il n'y a aucun supplément pour réserver une table dans les restaurants de spécialité. Comme le Manfredi's? Oui, le réputé Manfredi ou le Chef's Table. Tu y vas et c'est inclus. Même des petits détails pratiques, comme les buanderies en libre service, sont totalement gratuits. Mais il y a quand même des exclusions très nettes si on lit bien le guide. Toujours. Si on veut des spiritueux premium ou des cocktails en dehors des heures de repas au bar, mais là, il faut payer à la carte ou prendre un forfait boisson. C'est ça. Les massages individuels au spa aussi, c'est en supplément. Et pour le volet fluvial, le guide rappelle que les pourboires ne sont pas prépayés dans le tarif de base. Ah oui, c'est important de le mentionner. On suggère de budgéter environ 20 $ par jour par personne. En gros, le guide de voyage de Iria recommande de prévoir un budget supplémentaire, disons de 50 à 100 $ par jour, selon nos habitudes de consommation. C'est une bonne moyenne. Mais là, je dois jouer l'avocat du diable 2 secondes. Allez-y. Si on regarde la concurrence, une formule qu'on pourrait appeler partiellement tout inclus, est-ce que ça risque pas d'irriter un voyageur qui débourse déjà plusieurs milliers de dollars pour son billet? Je vois la friction possible. On peut comprendre la frustration de devoir sortir sa carte de crédit pour un cognac en fin de soirée quand on se perçoit dans un environnement de luxe absolu, non? Absolument. Surtout face à un compétiteur comme Regent Seven Seas, par exemple, qui inclut tout de A à Z. Si on relie cela à la vue d'ensemble du marché compétitif qui est décrit dans les sources, on s'aperçoit que c'est une stratégie de positionnement incroyablement habile de la part de Viking. Ah oui. C'est ce qu'on pourrait appeler une zone médiane stratégique. OK, expliquez-moi ça. Regardons les concurrents. Regent Seven Seas, comme vous l'avez dit, c'est l'ultra-luxe inconditionnel. Ouais, le portefeuille sort pas de la cabine. Absolument. Tout est couvert. Même les excursions illimitées à chaque part et les alcools les plus prestigieux au monde. Mais le prix d'entrée est drastiquement plus élevé pour absorber tous ces coûts-là. Fait que tu le payes d'avance de toute façon. Exactement. De l'autre côté, on a Silversea qui domine l'expédition de très grand luxe avec des navires exclusivement composés de suites. D'accord. Et Oceania Cruises, eux, ils misent tout sur leur gastronomie qui est inégalée, bien qu'ils n'offrent pas le volet expédition ou l'immersion intellectuelle poussée qu'on retrouve chez Viking. Donc, dans le fond, Viking refuse d'entrer dans la course au tout inclus à n'importe quel prix. Précisément. Viking fait un calcul très simple. On fait payer le prix juste pour l'essentiel de l'expérience, c'est-à-dire le confort scandinave, les repas de haute qualité et l'accès culturel exclusif aux destinations. Fait que l'essentiel est couvert. Pour le reste, le luxe, disons, plus superflu, on laisse le choix aux passagers. L'argument psychologique est super fort. Ah oui, je commence à comprendre. Si on ne boit pas de scotch haut de gamme tous les soirs, pourquoi on paierait un tarif de base surgonflé simplement pour subventionner la consommation d'alcool des autres passagers au bar? C'est tellement vrai.
j'y avais pas pensé comme ça. En structurant ses prix de cette façon-là, la compagnie s'assure d'offrir une valeur perçue qui est exceptionnelle pour quelqu'un qui veut d'abord investir dans la découverte culturelle plutôt que dans l'open bar. Ce qui nous amène logiquement à une question fondamentale après avoir analysé ce modèle si particulier-là. Qui est le client idéal? Exactement. Qui est réellement le passager idéal pour ce type de produit-là? Parce qu'avec des règles aussi strictes, une ambiance aussi silencieuse et l'absence totale de divertissement classique avec des animateurs géo, Ouais. on s'entend que Viking, c'est pas conçu pour faire l'unanimité. Si on réserve ça pour une grosse réunion de famille multigénérationnelle avec des petits-tisans, On risque la catastrophe totale. c'est clair, c'est l'évidence même. Le document dresse d'ailleurs un portrait très clair à ce sujet. Ouais, le passager idéal a généralement plus de 50 ans. Ce sont des voyageurs d'expérience, des gens qui ont déjà coché les grosses destinations touristiques classiques sur leur liste. Ils ont déjà vu les Caraïbes en gros bateau. C'est ça. Et qui sont maintenant à la recherche de sens, d'apprentissage continu et d'une vraie profondeur historique dans leur voyage. Le conseiller, M. Blanchette, note aussi que c'est une formule excellente pour les voyageurs en solo, Ah, ça c'est un point super important. parce qu'il mentionne qu'il y a parfois des promotions sans le fameux supplément de chambre individuelle. Ce qui est une vraie rareté dans l'industrie de la croisière. Tellement. Souvent, les voyageurs solo payent le double du prix juste pour être seuls. C'est aussi très prisé par les couples qui célèbrent le début de leur retraite, par exemple, et particulièrement populaire auprès de la clientèle québécoise et canadienne qui cible les fameux fleuves d'Europe. Ouais, c'est un marché très fort. C'est d'ailleurs là qu'on comprend l'importance de faire appel à un conseiller en voyage qualifié, comme Yvan Blanchette, pour naviguer à travers toutes ces nuances-là. Absolument. C'est pas le genre de voyage qu'on réserve sur un coup de tête en mardi soir sur Internet. Il faut choisir la bonne catégorie de cabine pour maximiser des inclusions, puis bien sélectionner son itinéraire selon nos intérêts historiques. Et cela soulève une question importante sur l'art de la segmentation du marché en tourisme. En excluant volontairement les familles avec de jeunes enfants et les gros groupes à la recherche de parties autour de la piscine avec un DJ. Ce qui est très populaire par ailleurs. Oui, mais en les excluant, l'entreprise devient le gardien d'un environnement qui est ultra contrôlé. L'ambiance qui règne est détendue, elle est cultivée, elle est vraiment propice à la conversation. C'est un espace protégé. Exactement. Un voyageur solo peut très bien s'installer pour lire dans un coin de la bibliothèque ou écouter un musicien classique jouer en direct sans jamais craindre d'être dérangé par le chaos habituel d'un centre de villégiature. Le bruit des enfants qui courent ou la musique forte. Dans le fond, ils vendent pas seulement un voyage vers une destination, ils vendent la garantie absolue d'un écosystème social protégé. C'est un véritable sanctuaire intellectuel sur l'eau. C'est le mot juste. Et honnêtement, de lire ce rapport complet de RIA Voyage, ça remet pas mal de choses en perspective sur l'industrie. Tout à fait. Pour résumer notre exploration aujourd'hui, le modèle d'affaires de Viking Cruises, c'est une démonstration fascinante qu'on n'est vraiment pas obligé de plaire à tout le monde pour réussir à l'échelle mondiale. Au contraire, Tuel est de sérénité. Ils ont compris que dans un monde où tout va extrêmement vite, où notre attention est sans cesse morcelée par nos écrans, offrir de l'espace, du calme et du temps pour apprendre. C'est devenu l'une des propositions commerciales les plus puissantes qui soit aujourd'hui. Absolument. Et ça nous ramène directement à l'image de notre point de départ, celle des immenses paquebots illuminés aux allures de gros parcs d'attractions qui flottent. Oui, le fameux contraste. Si une entreprise peut atteindre la place de numéro 1 mondial en refusant catégoriquement de s'agenouiller devant les caprices du marché de masse, qu'est-ce que cela nous révèle sur l'évolution globale du tourisme pour les prochaines décennies? C'est une grosse réflexion. On pourrait vraiment se demander si on n'est pas à l'aube d'une toute nouvelle ère. Une époque où, face à l'infobésité et à la surstimulation constante de nos vies, le véritable luxe ultime ne se mesurera plus du tout à l'abondance vertigineuse des choix qui nous sont offerts. Fini le buffet à volonté de divertissement. Exactement, mais plutôt à la sévérité, l'intelligence et la pureté absolue de la sélection. C'est une pensée fascinante. Une réflexion captivante à garder en tête lorsqu'on commencera à planifier la prochaine grande aventure, que ce soit pour naviguer tranquillement sur un fleuve d'Europe ou pour explorer le fin fond de l'Antarctique. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.